Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour, bienvenue sur 2051.fr pour ce podcast numéro 9. De quoi allons-nous parler cette semaine ? Eh bien, nous allons diversifier les sujets, c'est le moins qu'on puisse dire. On va parler de l'armée, on va parler d'Issy-les-Moulineaux, la ville. On va parler du sommet qui s'est tenu mardi, l'AI-France Summit. On va parler de Oui SNCF et de Jean-Claude Decaux qui nous propose de l'affichage avec de l'intelligence artificielle. On va les voir du côté de la Chine, comme toujours, parce qu'il y a une histoire assez croustillante sur la suspension d'une intelligence artificielle qui faisait de l'anticorruption. C'est très intéressant. Et puis on va regarder aussi du côté de Randstad. On a deux grands cas clients, Oui SNCF, Jean-Claude Decaux d'un côté, puis Randstad de l'autre, sont des assistants personnels. On finira par deux études, l'une du cabinet PwC, l'autre du cabinet IDC, sur les perspectives de cette intelligence artificielle, essentiellement dans les grandes entreprises. Donc pour une fois, on peut dire qu'on est quand même pas mal resté dans l'Hexagone cette semaine pour ce podcast numéro 9 au ministère des Finances pour faire le point sur l'avenir des projets français. Du côté des expériences en cours, il y a beaucoup d'expériences dans ce podcast numéro 9 cette semaine. Ici les Moulineaux, c'est de la Smart City avec le robot Pépère, avec du LiFi également. Du côté de Oui SNCF et de Jean-Claude Decaux, c'est une autre expérience qui va durer une quinzaine de jours dans deux gares avec de l'affichage, et c'est relié à un assistant vocal qui peut vous guider vers l'achat de votre billet SNCF. Et puis du côté de Randstad, eh bien, c'est de l'intelligence artificielle sur un assistant conversationnel. Ça permet d'éplucher les CV plus rapidement, c'est-à-dire que tout simplement, vous êtes candidat, vous êtes inscrit chez Randstad, vous allez, au lieu de donner un CV, vous allez répondre aux questions d'un gentil petit robot, puis ça va remplir le CV, et comme ça, un conseiller va vous recontacter. On est quand même un petit peu à l'international, comme d'habitude. On a regardé du côté de l'armée, alors c'est une traduction d'un de nos confrères américains, sur les technologies d'intelligence artificielle dans le domaine militaire, c'est très très pointu. Et puis du côté chinois, on va voir comment un certain nombre de personnes ont désactivé une application anticorruption. Je vous l'avais dit, c'est assez croustillant. Alors commençons par la France, le ministère des Finances, c'était mardi, salle le Pierre Mendès France, c'est une grande salle de conférence, il y avait 400, 500, peut-être 600 personnes dans cette salle, donc c'est dire que l'événement, l'intelligence artificielle en France, ça attire beaucoup de monde, donc c'est monté par le ministère des Finances, par plusieurs organismes, je ne vais pas tous les citer, ce serait un petit peu long, donc c'est à l'initiative des pouvoirs publics français. Alors pour dire quoi ? Pour faire beaucoup de choses. D'abord, pour dresser un état de l'art de l'intelligence artificielle en France, du côté des startups, du côté des pôles de recherche. C'est très intéressant. Ils ont confié ça à un cabinet extérieur qui a répertorié tout ce petit monde. Alors, ça vient dans la continuité du rapport qu'avait fait Cédric Villani. C'est un pas supplémentaire dans l'identification des chances françaises en matière d'intelligence artificielle. Il y a aussi au passage quelques appréciations, quelques critiques. Par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins de start-up en France quand même, même proportionnellement qu'aux États-Unis, qui est incontestablement le leader mondial en start-up d'intelligence artificielle. Les États-Unis font 40% du total mondial des start-up dans l'intelligence artificielle, c'est pas mal. La Chine et Israël sont au même niveau, pratiquement à 10%. Derrière, on trouve la Grande-Bretagne, le Canada, puis encore un petit peu plus loin derrière, on trouve la France, qui se tient pas mal, mais qui n'est pas non plus l'un des leaders mondiaux. On remarque aussi dans cette étude que Paris est l'une des capitales mondiales de l'intelligence artificielle et que ça c'est très important pour attirer les talents, pour attirer les financements, mais qu'il y a aussi beaucoup de dispersion en France. Alors il n'y a pas que Paris, il y a d'autres grandes villes qui essaient de prendre leur part du gâteau, si j'ose dire, de l'intelligence artificielle. Ça fait que la recherche, les startups, toutes les initiatives sont aussi un petit peu dispersées. Ce rapport qui est très très intéressant fait aussi pas mal de recommandations. Il explique qu'il n'y a pas assez de formation de référence en France en matière d'intelligence artificielle. Il suggère aussi la création de zones géographiques d'expérimentation à grande échelle pour l'intelligence artificielle. Il y a des expérimentations, mais elles sont un petit peu limitées en taille. Et puis le rapport préconise la création de marchés protégés des startups, vaste sujet en France et peut-être en Europe également. Et puis il préconise aussi pour acclimater l'intelligence artificielle auprès du grand public, le développement de beaucoup d'assistants personnels auprès du grand public dans leur démarche administrative, puis aussi évidemment dans le secteur privé. Alors nous sommes partis en reportage au-delà de ce centre de conférence, à Issy-les-Moulineaux.
On avait rendez-vous à la mairie avec Éric Legal, le directeur d'ICI Media. Il a présenté Pepper, un robot humanoïde qui permet de visiter les musées. Il y en a un autre, Nao, qui permet de faire de la gymnastique pour les personnes âgées. Et puis on présente également l'IFI. L'IFI, c'est l'équivalent du Wi-Fi, mais ça passe par la lumière, donc ça complète le Wi-Fi dans certains immeubles qui sont difficiles d'accès pour les communications par Wi-Fi. Et ici, les Moulineaux, c'est une véritable Smart City. Il n'y en a pas énormément en France, donc c'est très très intéressant. Autre cas très intéressant, celui de Oui SNCF et de Jean-Claude Decaux. Ils sont en train de tester dans 2 gares parisiennes, la gare de l'Est et la gare de Lyon, un affichage avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire en clair, vous dialoguez avec un assistant personnel, comme toujours, et cet assistant personnel va vous recommander le meilleur itinéraire et finalement essayer de vous vendre un billet SNCF. La SNCF, en fait, derrière, ils ont dans l'idée de multiplier les points de contact avec les clients, que le client soit chez lui, derrière son ordinateur, qu'il soit en pleine mobilité, en train de bouger avec son smartphone, ou qu'il soit dans la gare un petit peu perdu, il a un panneau d'affichage, il va dialoguer avec le panneau d'affichage comme il dialogue avec son ordinateur, son smartphone ou d'autres. Donc la SNCF multiplie les points de contact. Et puis on a regardé une autre expérience qui est extrêmement intéressante. Là, c'est même plus de l'expérience, c'est du déploiement à grande échelle, c'est celui de Randstad. C'est toujours un assistant personnel. Celui-là, il s'appelle Randy. Alors Randy, il est utilisé dans tout Randstad en France. Ça fait des centaines d'agences, mais aussi les gens qui sont inscrits chez Randstad, de chez eux ou en mobilité. C'est toujours pareil. Ils vont dialoguer avec un assistant personnel, ils vont dialoguer avec Randy, et ils vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions. C'est assez fouillé, c'est assez pointu pour détailler leur parcours, leurs ambitions et puis ce qu'ils ont à vendre tout simplement. Donc Randstad va analyser tout ça et va faire correspondre ses CV ou ses définitions de profil avec ses propres recherches, et un conseiller peut vous rappeler. Donc ça va fonctionner dans 650 agences. Les gens pour entrer en contact avec Randy, ils ont des possibilités très très simples sur le site ou par Facebook Messenger, sur le site de Randstad ou par Facebook Messenger. Donc là encore, c'est très très simple et ça permet de décharger les conseillers de Randstad d'un certain nombre de démarches administratives. Discuter avec quelqu'un pour remplir un questionnaire, c'est pas forcément très marrant, très ludique, ni très rentable comme ça pour la personne qui s'inscrit chez Randstad. C'est un petit peu plus simple et puis ça donne aussi à Randstad une bonne image de marque. Alors on s'est tourné aussi du côté de l'armée. Là, c'est la traduction d'un article d'un de nos confrères américains pour voir quelles sont les technologies militaires qui utilisent l'intelligence artificielle. On en a gardé 2 parce qu'il y en a beaucoup dans l'article initial. C'est les armes autonomes et puis c'est également les mécanismes de surveillance. On vous explique si vous avez un missile qui est tiré sur la France, avec l'intelligence artificielle, les systèmes de détection, destruction de missiles vont intervenir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus sûrement que l'intelligence humaine. Alors c'est pas non plus aussi simple dans l'article qui est extrêmement prudent parce que on ne parle pas comme ça non plus d'intelligence artificielle et de questions militaires. Donc c'est un article prudent, extrêmement fouillé, comme ils le sont toujours chez notre confrère américain Tech Emergence. Alors on s'est tourné aussi du côté de la Chine, un petit peu comme toujours. Là c'est presque de l'anecdote dans certains arrondissements en Chine, dans certains organismes du parti, dans certains organismes administratifs. Il y avait une intelligence artificielle qui essayait de détecter de la corruption. Alors on rapprochait les fiches de paye des dirigeants chinois administratifs au plan local, et puis avec leur train de vie, on rapprochait ça de leur train de vie, on essayait de voir s'ils avaient participé à des appels d'offres avec le bâtiment, les travaux publics, et on essayait de chercher la petite bête. La corruption est un gros problème en Chine, donc les cadres du parti, les cadres administratifs qui étaient soumis à cette intelligence artificielle la trouvent un petit peu intrusive, un petit peu difficile à avaler. Donc dans certains arrondissements, ils l'ont tout simplement désactivé en accord avec leur cadre. Donc ça fait pas mal de buzz en Chine, et puis dans le journal de Hong Kong auquel nous avons repris cette information pour la traduire. Pour terminer, l'actualité de ce jeudi, de cette fin de semaine, c'est 2 études qu'on a repérées sur 2 cabinets, PwC et IDC, qui parlent des perspectives de l'intelligence artificielle dans le monde de l'entreprise et des très grandes entreprises. Donc certes,
l'intelligence artificielle, c'est très prometteur, mais pour le moment, on l'avait déjà vu par une interview du patron de l'intelligence artificielle de Wavestone en France, autre cabinet d'études intéressant, que les entreprises font beaucoup de POC, beaucoup de tests, beaucoup d'expériences, mais que ça ne rentre pas, ça n'est pas diffusé largement l'intelligence artificielle dans les grandes entreprises, ça ne change pas l'ensemble des organisations. Voilà pour cette actualité de l'intelligence artificielle de cette semaine, encore une fois très dense, mais un peu plus française qu'à l'habitude. Rendez-vous à la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.